Bonjour à tous, je suis Anaïs Gourdin, chef de projet de l'ENCA, qui est l'Association européenne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'assurance qualité en Europe et notamment du lien entre l'ENCA, les agences d'assurance qualité et les institutions. Et il y aura également une partie sur les évaluations d'agences d'assurance qualité coordonnées par l'ENCA. L'ENCA est une ONG représentant les agences d'assurance qualité européennes. Elle a été créée en tant que réseau en 2000, d'où l'acronyme ENQA, European Network for Quality Assurance, et elle est devenue une association en 2004. Elle est composée d'un conseil d'administration de 9 membres, d'une assemblée générale et d'un secrétariat de 6 employés. C'est une association de membres et nous avons 56 membres dans 32 pays de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Les membres sont donc des agences d'assurance qualité et nous avons également 55 affiliés dans 33 pays à travers le monde. Alors, les affiliés sont des organisations qui ont un intérêt pour l'assurance qualité. Et ça va être par exemple des organisations qui ne peuvent pas être membres de l'ENQA, par exemple si ce ne sont pas des agences d'assurance qualité ou bien si elles ne sont pas dans l'espace européen de l'enseignement supérieur. Les buts principaux de l'ENQA sont de représenter les intérêts des agences d'assurance qualité. Elle représente en effet diverses agences d'assurance qualité au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Fournir des services à ses membres et également à d'autres parties prenantes. Elle est une source clé d'informations fiables, d'expertise et de savoir-faire en matière d'assurance qualité en Europe. Piloter le développement de l'assurance qualité externe en suivant les évolutions du paysage de l'enseignement supérieur et en étant le garant du développement de l'assurance qualité externe basée sur la connaissance. Les activités de l'ENCA. Donc, l'ENCA diffuse de l'information sur les expériences, les bonnes pratiques et les nouveaux développements dans le domaine de l'assurance qualité à ses membres et autres parties prenantes. Nous organisons également des événements. Donc, ça peut être par exemple des séminaires sur l'assurance qualité en Europe, des formations d'experts, ou bien nous avons également un gros événement qui est organisé chaque année, qui est le Forum européen sur l'AQ, les CAF, et qui accueille environ 500 participants. Nous sommes également partenaires dans des projets européens et internationaux comme ECAM-M, ou bien nous coordonnons également certains projets. Nous participons à l'élaboration des politiques sur l'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Donc, l'ENCA est un membre consultatif du groupe de suivi de Bologne, le BFUG, depuis 2005. L'ENCA coopère également au sein de l'E4, qui regroupe les représentants des parties prenantes. Donc, nous avons dans le 4 EUA, qui est l'Association européenne des universités, ESU, qui est l'Union des étudiants européens, et EURASHI, qui est l'Association européenne des établissements d'enseignement supérieur. L'ENCA est aussi en constant dialogue avec la Commission européenne. L'ENCA, avec les autres membres de l'E4, sont les membres fondateurs du registre européen des agences d'assurance qualité. L'ENCA coordonne également des évaluations externes d'agences d'assurance qualité, dont je vais vous parler un peu plus en détail plus tard dans ma présentation.
Et nous avons également des groupes de travail thématiques pour soutenir le développement de l'assurance qualité. Et ces groupes de travail sont sont composés de représentants des membres de l'INCA. Ici, je vous présente un peu les dates importantes du cadre européen de l'assurance qualité. Donc, l'assurance qualité a été une ligne d'action du processus de Bologne depuis le début, donc depuis 1999. Ensuite, en 2005, le 4 a été mandaté pour rédiger les références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur, donc les ESG. Et là, on voulait vraiment que ce soit les parties prenantes qui rédigent ces références et lignes directrices et non les ministres. En 2008, le registre européen d'assurance qualité ECAR a été fondé donc par le 4 et ce registre est une liste d'agences d'assurance qualité fiables. En 2015, il y a eu la révision des ESG pour prendre en compte les derniers développements dans le domaine de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Et il y a également l'approche européenne pour l'assurance qualité des programmes communs qui a été approuvée. En 2018, il y a des groupes thématiques de pairs qui ont commencé et ces groupes thématiques sont sur 3 engagements clés du processus de Bologne, dont l'assurance qualité. Les références et lignes directrices européennes, ESG. Alors, les ESG couvrent tous les types d'offres dans l'enseignement supérieur, y compris transnationales et transfrontalières. Elles ont été rédigées de manière très générale pour permettre d'être adaptées à différents systèmes d'assurance qualité. Et elles sont notamment utilisées comme critères d'adhésion à l'INCA pour l'évaluation périodique des agences de qualité. Les ESG ont 3 parties qui sont interreliées avec à chaque fois des références et lignes directrices. Alors, par exemple, la partie 1, assurance qualité interne, qui est relative à l'assurance qualité interne des institutions, a 10 références et à chaque fois des lignes directrices. Par exemple, le point 1.2 sur l'élaboration et approbation des programmes. Donc là, on demande à ce que les institutions disposent de processus d'élaboration et approbation des programmes. Le 1.3, apprentissage, enseignement et évaluation centrée sur l'étudiant. Donc les programmes doivent être dispensés de manière à encourager les étudiants à jouer un rôle actif. La partie 2, assurance qualité externe, est relative aux modalités d'assurance qualité élaborées par les agences. Et ici, nous avons 7 références et lignes directrices. Par exemple, 2.2, conception de méthodologie adéquate. Les parties prenantes sont impliquées dans la conception et l'amélioration continue des méthodologies d'assurance qualité externe. 2.4, évaluation par les pairs. Ici, la référence demande à ce que des groupes d'experts externes évaluent les institutions et ces groupes d'experts doivent toujours inclure un ou plusieurs étudiants. Partie 3, agence d'assurance qualité relative aux modalités pour l'évaluation des agences d'assurance qualité. Donc ici encore, nous avons 7 références et lignes directrices. 3.3, la référence 3.3 sur l'indépendance. Donc ici, on demande à ce que les agences soient indépendantes et agissent de manière autonome. Et on fait référence à l'indépendance organisationnelle, mais aussi l'indépendance opérationnelle et l'indépendance sur les résultats officiels.
3.6, assurance qualité interne et attitude professionnelle. Là, les agences doivent avoir des normes professionnelles strictes et une intégrité du travail et également une amélioration continue des processus. Les objectifs des ESG sont de définir un cadre commun pour les systèmes d'assurance qualité relatifs à l'apprentissage et à l'enseignement au niveau européen, national et institutionnel, permettre de garantir et d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur dans l'espace européen de l'enseignement supérieur, favoriser la confiance mutuelle, facilitant ainsi la reconnaissance et la mobilité au sein et au-delà des frontières nationales, fournir des informations sur l'assurance qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur. Et ensuite, les principes fondamentaux pour l'assurance qualité en Europe, donc de manière plus générale. Les institutions d'enseignement supérieur sont les principales responsables de la qualité de leur offre de formation et de sa garantie. L'assurance qualité répond à la diversité des systèmes, des institutions, des programmes et étudiants de l'enseignement supérieur. L'assurance qualité favorise le développement d'une culture de la qualité. L'assurance qualité engage les parties prenantes et tient compte des besoins et attentes des étudiants, des parties prenantes et de la société en général. Je vais maintenant vous parler des évaluations d'agences d'assurance qualité coordonnées par l'ENCA. Alors, l'ENCA coordonne environ 10 à 15 évaluations par an. Et ces évaluations sont conduites principalement pour l'adhésion à l'ENCA, donc pour devenir membre de l'ENCA, mais également pour d'autres raisons, par exemple, être listé dans le registre d'assurance qualité européen. Les évaluations d'agences pour l'adhésion à l'ENCA et pour être listé dans le registre doivent être effectuées tous les 5 ans. Les évaluations peuvent aussi être demandées, par exemple, pour améliorer son système d'assurance qualité. Nous avons, par exemple, une agence de Hong Kong qui a demandé à l'ENCA de coordonner son évaluation. Les critères d'adhésion à l'ENCA, et donc qui sont aussi les critères d'évaluation, sont les ESG. Et dans ce cas-là, la partie 2 et 3 des ESG sont utilisées par les experts pour les évaluations. Mais comme je disais précédemment, les 3 parties sont interreliées. Donc la partie 1 est quand même référencée dans la partie 2 des ESG. Les évaluations sont à la fois un contrôle de conformité, mais aussi et surtout un soutien aux agences pour une amélioration continue. La procédure dure de 12 à 15 mois. Donc, à partir de la demande d'évaluation de la part de l'agence jusqu'à la prise de décision du conseil d'administration de l'ENCA. Donc, nous avons tout d'abord le lancement de la procédure, ensuite un exercice d'auto-évaluation de la part de l'agence, donc qui va envoyer un rapport à l'ENCA. Nous avons ensuite une évaluation externe avec une visite de l'agence et des entretiens et un rapport d'évaluation externe de la part des experts. Ce rapport est ensuite envoyé au conseil d'administration de l'ENCA pour approbation et pour prise de décision sur l'adhésion de l'agence à l'ENCA. Nous avons ensuite un suivi qui est effectué. Nous demandons 2 ans après l'évaluation par les pairs un rapport de suivi où l'agence va présenter les actions qui ont été entreprises sur les recommandations qui ont été faites par les experts. Et nous avons également, à la même période, une
visite de suivi. Et donc là, 2 experts de l'évaluation vont venir discuter avec l'agence sur des points importants pour l'agence. Les groupes d'experts, donc nous avons des groupes de 4 experts qui incluent à chaque fois un académique et un étudiant. Dans le processus, il y a également un support de la part d'un coordinateur de l'ENCA, donc un employé du secrétariat de l'ENCA, qui va être là pour aider, par exemple, l'agence à organiser le voyage des experts. Le coordinateur est aussi ici pour lire les rapports, par exemple le rapport d'auto-évaluation et le rapport d'évaluation externe des experts, et pour vérifier que toutes les informations sont bien incluses dans ces rapports. Et ensuite, le coordinateur va avoir une vision globale de la procédure et être là pour des questions qui peuvent être soulevées à la fois par l'agence et par les experts. Dans le cadre des évaluations, nous avons également une formation régulière des experts, à la fois les experts débutants et les experts expérimentés. Les experts, donc nous avons une base de données de 239 experts pour le moment qui proviennent de 34 pays différents. Les membres du groupe d'experts sont des professionnels de l'assurance qualité, à la fois provenant d'agences ou bien d'institutions, par exemple de départements d'assurance qualité d'une institution. Nous avons des académiques et des étudiants. Et parfois, il peut y avoir un représentant du monde du travail si une agence le demande pour des agences qui travaillent, par exemple, sur des sujets très spécifiques. Lorsque l'on compose les groupes d'experts, nous allons à chaque fois être sûr d'avoir un équilibre, c'est-à-dire qu'on va avoir une diversité géographique, mais également une diversité de genre et une diversité d'expériences entre les différents experts. Donc, par exemple, nous allons avoir 2 experts expérimentés et 2 experts avec soit aucune expérience, soit très peu d'expérience. Pour devenir un évaluateur de l'ENCA, il faut être nominé par un membre de l'ENCA ou bien par une association partenaire, donc soit EUA, Urashi ou ESU de le 4, ou bien par Business Europe pour les représentants du monde du travail. Ces experts qui sont nommés doivent participer obligatoirement à une formation. Et ensuite, ils vont être inclus dans la base de données de l'ENCA pour être ensuite nommés pour faire partie d'un groupe d'experts pour une évaluation. Ici, je voulais vous parler également du protocole pour les évaluations en ligne. Donc, depuis le début de la pandémie, nous avons ce protocole qui a été défini parce que nous devions trouver une solution alternative pour conduire les évaluations. Au départ, les évaluations avaient été postposées et nous avons ensuite trouvé un moyen de quand même mener ces évaluations donc en ligne. Les évaluations en ligne sont seulement en cas de force majeure, donc maintenant pour la pandémie. Et ce n'est pas possible pour une première évaluation, car dans ce cas, on préfère que les experts aient un contact direct avec l'agence et les personnes à interviewer.
Il y a certains points auxquels il faut faire attention lorsqu'on mène des évaluations en ligne, notamment le fuseau horaire. Donc, dans notre cas, nous avons décidé que lorsqu'il y a un décalage horaire de plus de 3 heures, il va être difficile de mener les évaluations en ligne. Ce qui est possible également, c'est d'avoir des évaluations qui vont être sur peut-être une semaine au lieu de 3 jours normalement, lorsque les horaires sont difficiles. Donc, par exemple, on va avoir seulement le matin au lieu d'avoir une journée entière d'entrevue. Ensuite, pour les aspects techniques et généraux, il est important de faire des tests de connexion à la fois avec les experts et avec les agences pour être sûr de ne pas avoir de problème le jour de la visite. Et une vérification des participants. Donc, on va demander une liste complète des participants, des personnes qui doivent se connecter pour les entretiens. Et on va pouvoir ainsi vérifier qui doit participer à chaque session et faire attention à bien accepter les participants de chaque session. Comme il y a une confidentialité à respecter, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui se connectent, par exemple. Donc, toujours pour la confidentialité, il faut utiliser une plateforme sécurisée. Ensuite, en ce qui concerne le travail préparatoire, c'est un point très important. Nous nous sommes rendus compte que lors des évaluations en ligne, il faut être très, très efficace en ce qui concerne également la gestion du temps. Et donc, on peut faire des réunions préliminaires avec les agences, entre les experts, mais aussi entre les experts et l'agence pour, par exemple, poser des questions un peu plus générales au niveau du système d'assurance qualité dans le pays de l'agence. Pour ce qui est de la gestion efficace du temps, dans l'agenda, on va prévoir du temps pour la connexion à la plateforme. Également, du temps pour des discussions privées du panel qui sont assez importantes. Ça va être presque après chaque session d'entretien. Ensuite, des pauses qui sont également très importantes pour les experts. Parce que le travail en ligne peut être très fatigant. Donc, il faut des pauses après chaque session de 15 à 30 minutes. 30 minutes, c'est conseillé. Et également, il faut prévoir du temps supplémentaire lorsqu'il y a un interprète, par exemple. Pour les entretiens, nous avons pensé que le nombre maximum de participants doit être de 7. Car quand il y a trop de participants, ça devient assez compliqué, par exemple, de parler avec tout le monde. Et pour les entretiens, il faut que le rôle des experts soit bien défini à l'avance. Donc, par exemple, qui va poser telle question, ou bien qui va conduire la session d'entretien. Donc voilà, nous avons ce protocole depuis à peu près le début de la pandémie et nous sommes encore en train de coordonner des évaluations en ligne. Et lorsqu'il est possible, nous avons certaines évaluations qui vont être menées en présentiel, nous espérons, après la pandémie. Donc ici, je vous ai mis quelques liens utiles
notamment le site de l'INCa, les ESG qui ont été traduites par le réseau FRACSUP, donc les ESG en français, le site du groupe de suivi du processus de Bologne et le site du registre d'assurance qualité en Europe et enfin le protocole de l'INCa pour les évaluations en ligne qui est en anglais. Je vous remercie pour votre attention.